Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on se retrouve pour parler de mécanique lagrangienne. Donc la mécanique lagrangienne c'est un chapitre de niveau plutôt bac plus 3 à bac plus 4, bac plus 5. Donc on va retrouver des notions de dynamique que tu as l'habitude d'aborder, que vous avez eu l'habitude d'aborder, que ce soit en classe prépa ou alors dans les niveaux donc, de licence 2 plutôt. Et donc voilà. Donc cette vidéo elle est plutôt destinée à des étudiants qui sont en préparation au concours de l'agrégation par exemple, ou qui sont au niveau master. Cependant, vous allez retrouver quand même des notions de calcul, notamment d'énergie cinétique, de calcul de co-moment, des calculs aussi de cinématique, hein, évidemment, puisqu'on est en dynamique. Et donc ça peut être aussi intéressant pour des étudiants de niveau classe prépa, et puis ça peut faire une petite ouverture à la mécanique lagrangienne. Donc on va aborder des concepts de cinématique, de dynamique, et également donc de torseur, donc d'éléments virtuels. Donc on va avoir le torseur donc, cinématique, mais avec donc, des vitesses virtuelles. On va avoir également la notion de puissance virtuelle et la notion de coefficient énergétique. Donc on va détailler ici, et puis on écrira ensuite les équations de Lagrange. Donc ici on s'intéresse à un sujet donc, qui porte donc, sur un porte-outil d'affûteuse industrielle, donc, qui est présenté sur la figure 17, où j'ai réalisé le schéma cinématique. Donc ce système il a trois solides, donc rien de bien compliqué, mais on va voir quand même la mise en équation n'est pas si triviale que ça. Donc on s'intéresse à un bras porteur robotisé qui porte un outil de coupe qui est repéré en jaune, donc qui va permettre donc d'affûter, va porter un coupe de coupe à affûter dans une affûteuse industrielle. Donc voilà, il y a le petit texte, c'est pour ceux que ça intéresse, qui décrit un peu mieux le système, et on va essayer de dérouler. Donc on note S1 le support tournant, lui associe un repère donc R1 qui tourne par rapport au galiléen R0 et fait un angle donc Q1. Donc, on va adopter dans ce sujet-là, et on va le voir assez rapidement, un paramétrage articulaire, puisque c'est celui que je vous conseille d'utiliser quand on est en robotique. On va associer des matrices d'inertie aux différents solides, donc qui sont toutes diagonales, donc ça c'est plutôt sympa pour les calculs des produits de matrices notamment, même si c'est pas non plus très compliqué, hein. On le sait, quand on a des matrices qui ne sont pas diagonales, il faut avoir des produits de matrices, mais bon, nous ça nous simplifie la vie quand même, parce que sinon on aurait des équations qui seraient bien lourdes. Donc on va commencer, et on commence déjà par une question donc là, qui est assez technique, en fait c'est une question de cours. Donc on cherche à caractériser le système d'un point de vue mécanique, et on va chercher à savoir si le système est conservatif. Donc là, peu importe ton niveau, un système conservatif, tu sais que donc c'est un système qui fait apparaître uniquement des forces qui sont conservatives. Donc une force conservative, je te rappelle que c'est une force qui dérive d'une énergie potentielle. Ici, on t'indique qu'on a donc un effort que l'on note, je crois que c'est F, donc qui s'exerce. Ah non, pardon, on n'a pas d'effort F dans cette première partie, c'est dans la partie 2, la partie 3 plutôt, mais on a des actionneurs donc, qui actionnent le mouvement des liaisons 1, 2 et 3, et donc à partir de ce moment-là, donc comme ces forces-là, ces actions mécaniques-là ne dérivent pas d'énergie potentielle, eh ben on n'a pas un système qui est conservatif. Donc ça on peut répondre assez facilement. On va dire qu'un système est autonome si ces contraintes si les contraintes qui décrivent le système donc, peuvent être décrites par une fonction f, donc une fonction f qui serait C1, donc qui serait continue et dérivable, et on aurait également comme condition donc pour cette fonction f, donc on pourrait aller poser, comme moi j'aime bien appeler quand j'ai un paramétrage articulaire, les angles, les différents paramètres en fait, paramètres angulaires et paramètres de translation, donc j'ai note Q1, Q2, Q3. Donc on va dire que les QI qui appartiennent à R, à Rn en fait, hein, puisque on aurait a priori n, on pourrait avoir n articulations entre guillemets, ou n paramètres en tout cas, et ben donc
I donc appartient, donc, voilà. On va écrire ça comme ça, un N. F, c'est une fonction donc, qui va de Rn dans R, puisqu'elle renvoie un réel, et donc qui s'écrirait finalement, donc s'écrirait comment cette fonction elle s'écrirait, donc que prendrait donc, QI, et elle lui associerait en fait F, Q1, Q2, Qn. Voilà comment s'écrirait cette fonction là. Et donc on voudrait que donc, les équations donc, vérifient f de Q1, Q2, Qn égale à 0. Donc finalement, en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que notre contrainte, nos équations de contrainte, parce que là on généralisait une équation, mais ça pourrait être plusieurs équations, eh ben, ne ferait pas intervenir des paramètres dérivés des différentes articulations, des différents paramètres de translation. Et donc, en fait, en pratique, à quoi ça va correspondre un système qui serait non holomorphe? Ce serait un système qui ferait intervenir par exemple une équation de roulement sans glissement. Et en fait, on pourrait même d'ailleurs résoudre ce problème assez simplement, puisque la contrainte de roulement sans glissement, c'est une contrainte semi-non holonome. On peut se rapporter assez facilement à un système holonome quand on a juste cette contrainte-là. Mais bref, retiens qu'un système qui fait apparaître des contraintes dans ces équations-là, on retrouverait donc les éléments dérivés des différents paramètres, et bien on aurait un système qui serait non holonome. C'est des systèmes qui sont assez particuliers, et nous, notre cas-là, ne présente pas cet inconvénient-là, et donc on a un système qui est holonome. On n'a pas de contrainte en plus de ça, donc bon, là, le problème est assez vite réglé. On demande ensuite de proposer un graphe des structures du système. Donc le graphe des structures, je te rappelle, graphe des liaisons sur lequel tu fais apparaître les différentes actions mécaniques qui interviennent dans ton modèle. Donc la première liaison, si on s'intéresse d'abord à la partie plutôt liaison de notre graphe des structures, on a une liaison entre le solide 0 et le solide 1. Donc 0 est le référentiel galiléen, notre bâti, qui est une liaison pivot d'axe OZ0. On retrouverait une liaison entre 1 et 2 qui serait une liaison pivot d'axe HY1, et on retrouverait une liaison entre 2 et 3 qui serait une liaison pivot glissante d'axe G3Z2. G3Z2, évidemment, il y a un vecteur sur Z2. Et ensuite, on a donc notre série d'actions mécaniques intérieures, d'ailleurs ici, puisque tout est lié donc, aux différents actionneurs entre les liaisons, interliaisons. Donc on aurait un couple transmis entre 0 et 1 dû au moteur. On aurait un couple entre 1 et 2 dû au deuxième moteur. On aurait une action linéaire due à un actionneur linéaire entre 2 et 3, puisqu'on bloque la rotation. On dit qu'on bloque la rotation dans cette première partie-là de la liaison pivot glissante, et donc on a un simple effort, un simple torseur glisseur F3 qui est transmis entre 2 et 3. Intérieur d'ailleurs ici, puisque tout est lié donc, aux différents actionneurs entre les liaisons, interliaisons. Donc on aurait un couple transmis entre 0 et 1 dû au moteur. On aurait un couple entre 1 et 2 dû au deuxième moteur. On aurait une action linéaire dû à un actionneur linéaire entre 2 et 3, puisqu'on bloque la rotation. On dit qu'on bloque la rotation dans cette première partie-là de la liaison pivot glissante, et donc on a un simple effort, un simple torseur glisseur F3 qui est transmis entre 2 et 3. Pour donc le paramétrage ensuite de notre mécanisme, on aurait donc une première figure de changement de base plane. Donc il y a plusieurs figures, on aurait pu rajouter des S là dans notre légende, mais bon, c'est pas grave. Donc on aurait une rotation Q1, donc, je te rappelle, donc paramétrage articulaire, donc je paramètre 1 par rapport à 0, 2 par rapport à 1 et 3 par rapport à 2. Donc 1 par rapport à 0 tourne d'un angle Q1 autour de Z0, 2 par rapport à 1 tourne d'un angle Q2 autour de Y1, et 3 par rapport à 2, a priori, pourrait tourner
d'un angle Q4 autour de Z2, mais bon, Q4 on a dit que c'était bloqué, et on n'oublie pas le paramètre de translation dû à l'actionneur linéaire, donc à la pivot glissante, qui serait donc Q3 dans la direction Z2, qui serait égal à HG3 scalaire Z3. Donc avec ce paramétrage là, on va pouvoir récupérer 4 équations donc de la dynamique. On pourrait en tout cas. Ici on va en écrire qu'une seule, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse pour la partie 2. Donc phase d'approche, c'est la première phase de notre étude. On va s'intéresser à une phase d'approche de l'outil pendant lesquelles l'outil n'est pas en contact avec le disque d'affûtage. Donc on cherche à connaître les efforts dans les 3 premiers actionneurs lors de cette phase, et le 4e actionneur est bloqué, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Donc le fait qu'il n'y ait pas de contact entre l'outil et le disque d'affûtage fait que donc on n'aura pas d'effort exercé au point P sur notre solide repéré ici en jaune. Et donc finalement on va tout simplement, j'ai spoilé un petit peu mais c'est pas grave, on va détailler ça petit à petit, et ben on va se retrouver avec donc une conséquence qui est assez évidente. Si on bloque le paramètre de rotation Q4, on peut choisir qu'on l'a bloqué à un angle Q4 qui est égal à 0, donc on aurait, ça ce serait forcément le cas, donc une dérivée du paramètre 4 qui serait nulle, et une dérivée seconde également. Ensuite je pose la définition de l'énergie cinétique que moi je note T, donc toujours voilà, tu commences à être habitué. Donc d'un solide I par rapport à 0, I c'est n'importe quel solide, I varie entre 1 et 3, je peux le noter si tu veux, puisqu'on a 3 solides. I appartient à voilà, 1, 3, voilà, et I est un entier. I appartient à l'ensemble des entiers variant entre 1 et 3. Et donc on va pouvoir passer directement au calcul donc, de l'énergie cinétique du solide 1. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'écrire un paramètre de vitesse, enfin un torseur cinématique du solide 1 par rapport à 0, et un torseur cinétique du solide 1 par rapport à 0. Pour le choix du co-moment, je choisis le point O, puisque c'est un point qui a l'avantage d'être fixe, donc qui simplifie l'expression du moment cinétique, et également qui simplifie l'expression du torseur cinématique, puisque le point de vitesse O appartenant à 1 par rapport à 0 est un point de vitesse nul. Et donc, finalement, on se retrouve avec un torseur cinématique qui est assez simple, qui fait juste intervenir l'élément de rotation entre 1 et 0 qui est Q.1 Z0, et on va devoir ensuite aller calculer le moment cinétique, puisque quand tu vas faire ton co-moment, tu sais que tu vas en fait faire un produit scalaire entre la composante de résultante de la cinématique, donc tac, produit scalaire, et un produit scalaire entre la composante moment du torseur cinématique et la résultante du torseur cinétique. Donc au final, quand tu vas faire ton produit scalaire, peu importe l'expression du vecteur V en G 1 appartenant à 1 par rapport à 0, et ben le produit scalaire avec la résultante, avec le moment du torseur cinématique va te donner 0, et donc aucun intérêt de calculer la vitesse au point G1. Donc on va se contenter de calculer le moment cinétique au point O dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Donc pour ça, on fait intervenir la matrice d'inertie au point O du solide 1, et on fait son produit avec le vecteur donc oméga 1 par rapport à 0. On se retrouve avec un produit matriciel qui est trivial, et on a un mouvement cinétique qui vaut C1Q.1 dans la direction Z0. Ensuite, on peut faire le co-moment, et le co-moment il est assez simple, puisqu'on a un produit scalaire à faire, donc ici c'est Z0 évidemment, hop, je vais écrire en bleu, ici c'est Z0, et donc on a une énergie cinétique qui vaut 1 demi de C1 Q.1 carré. Donc ça c'est pour l'énergie cinétique du solide 1. On se retrouve maintenant à devoir calculer l'énergie cinétique du solide 2 par rapport au référentiel galiléen. Donc pour ça, on va avoir besoin de calculer la vitesse au point H dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Je te fais remarquer que la vitesse au point G2 dans le mouvement de 2 par rapport à 0 est égale à la vitesse au point H dans le mouvement de 2 par rapport à 0, étant donné que G2
est considéré confondu avec h, donc h est centre de masse du solide 2. Pour calculer la vitesse au point h dans le mouvement de 2 par rapport à 0, on va avoir, par composition des vitesses, que v en h de 2 par rapport à 0, c'est v en h dans le mouvement de 2 par rapport à 1, plus v en h dans le mouvement de 1 par rapport à 0, sauf que, étant donné que la liaison entre 2 et 1 est une liaison pivot d'axe h, y1, la vitesse au point h dans le mouvement de 2 par rapport à 1 est égale au vecteur nul, et donc on se retrouve à devoir calculer la vitesse au point h dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Cette vitesse au point h dans le mouvement de 1 par rapport à 0 elle est égale à HO vectoriel Q1 Q.1 Z0, étant donné que la vitesse au point O dans le mouvement de 1 par rapport à 0 est égale au vecteur nul. Donc on se retrouve à devoir faire un produit vectoriel entre moins x12 x1 qui représente HO, le vecteur HO, vectoriel Z0, vectoriel Q.1 Z0, pardon, on va corriger également, Q.1 Z0, sauf que x1 Z0, si on regarde la figure de changement de base plane, ça fait directement moins y1, donc moins y1 avec le moins devant le x12, on se retrouve à avoir un plus, donc ici, x12 q.1 dans la direction y1. Ok, ensuite on calcule le moment cinétique au point h dans le mouvement de 2 par rapport à 0, donc on voit que ce moment cinétique là, il peut se calculer uniquement à partir du produit entre la matrice d'inertie et le vecteur rotation oméga 2 par rapport à 0, étant donné que h est un point et le centre de masse du solide 2. Et donc on se retrouve finalement, en ayant bien pris le temps, puisque je te rappelle que oméga 2 par rapport à 0, c'est égal à oméga 2 par rapport à 1, plus oméga 1 par rapport à 0, donc ça fait Q.1 Z0 plus Q.2 Y1. Donc on prend le temps nécessaire pour projeter donc Z0, puisque Y1 en fait c'est également Y2, qui sont confondus, et on prend le temps de projeter Z0 dans la base 2. Z0 en projection dans la base 2, ça fait, donc Z0 est confondu avec Z1, donc ça fait cosinus Q2Z2 moins sinus Q2X2. Et donc on se retrouve bien avec cette expression-là pour le vecteur rotation. C'est hyper important d'avoir pris le temps de projeter tout dans la base 2, étant donné que sinon le produit matriciel entre la matrice et le vecteur oméga 2 par rapport à 0 n'a pas de sens. Ok, donc on se retrouve ensuite à devoir calculer la partie cinématique, en tout cas la partie, puisqu'on a le comoment, une première partie du comoment en fait, puisque là on calcule déjà le comoment entre la résultante cinétique et le moment du vecteur cinématique, du torseur cinématique, pardon, donc le vecteur vitesse tout simplement. Donc ça nous revient à faire m2 fois la norme du vecteur h2 de la vitesse au point h dans le mouvement de 2 par rapport à 0 au carré. Donc ça nous donne assez simplement m2 x12 au carré fois q.1 au carré. Ensuite, on se retrouve également à faire le produit scalaire entre le mouvement cinétique et le taux de rotation. Donc là je l'ai décomposé en deux, je sais pas pourquoi, mais bref, on s'en fiche. Donc on se retrouve finalement avec une expression qui serait b2q.2 carré plus a2q.1 carré sin carré q2 plus c2q.1 carré cos carré q2. Donc on se retrouve avec finalement une expression de l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0 qui serait égale à 1 demi de toute cette expression là que je vais me passer de lire. On s'intéresse maintenant au calcul de l'énergie cinétique de 3 par rapport à 0. Pour ça, on utilise la définition de l'énergie cinétique qui est égale au demi-comoment du torseur cinématique de 3 par rapport à 0 et du torseur cinétique de 3 par rapport à 0, tous les deux exprimés au point G3 ou G. En fonction sur les deux schémas, il y a une notation différente. Donc G égale G3. On va écrire le taux de rotation de 3 par rapport à 0 en prenant en considération le fait qu'on ait bloqué la rotation de 3 par rapport à 2 et donc Q.4 est égal à 0. Ensuite, par dérivation, étant donné que G appartient au solide 3, on obtient la vitesse dans le mouvement de 3 par rapport à 0 au point G. Donc pour ça, on va dériver l'expression de OG. Donc x12 c'est fixe, donc on a juste à dériver le vecteur x1. La dérivée du vecteur x1 nous donne q.1 y1. La dérivée de q3 nous donne q.3 dans la direction z2. Et la dérivée de z2 nous donne
Donc d de z2, alors on va faire ça vite fait, d de z2 sur dt par rapport à r0, ça me donne la dérivée de z2 dans sa propre base qui donne 0, plus oméga de 2 par rapport à 0, qui est q.1 z0 plus q.2 y1 vectoriel z2 lui-même, z2 vectoriel z0, ça va nous donner du z0 vectoriel z2 plutôt. Donc ici il y a un vectoriel, hein. Là. Z0 vectoriel z2, ça va nous donner du plus sinus q2, puisque z0 est confondu à z1, et y1 vectoriel z0, ça va nous donner du plus x2. x2, c'est ça, x2. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve donc avec ces deux expressions-là. Donc z0, bien évidemment, ça donne du sinus q2, z0 vectoriel z2, ça donne sinus q2 dans la direction y. Pour du vectoriel, ça donne toujours un vecteur. Donc voilà, ensuite on va calculer le moment cinétique au point G dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Le torseur cinétique, le moment cinétique s'exprime comme étant égal au produit entre la matrice d'inertie et le taux de rotation de 3 par rapport à 0, étant donné que G est le centre de gravité, le centre de masse du solide 3. Donc bon, là c'est un produit matriciel qui est assez trivial. Et puis comme on l'avait fait pour le solide 2, pour l'énergie cinétique, on va calculer m3 fois la norme au carré de la vitesse au point G dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Et on va calculer également, après avoir eu le moment cinétique, le produit scalaire entre le moment cinétique et le taux de rotation de 3 par rapport à 0. Ce qui nous donne l'expression de l'énergie cinétique de 3 par rapport à 0, qui n'est pas la plus simple, mais on va réussir à gérer quand même tout ça dans les calculs. On s'intéresse maintenant au calcul des énergies potentielles pour la question 8, où on va exploiter la relation qui nous dit que une force conservative peut s'écrire comme étant donc, une force F est égale à moins gradient de P. Une force conservative dérive d'une énergie potentielle. Ici, comme F, on va avoir moins mg. Ici, on voit que on va plutôt s'intéresser au K3. Moins m3g dans la direction z0, qui va être égal à moins gradient de EP3, puisque le potentiel donc du solide 1 est nul et le potentiel du solide 2 est nul, donc on a des énergies potentielles qui sont égales à 0. Donc en fait cette écriture là on peut également l'écrire, donc il y a équivalence à dire que donc F scalaire dl est égal à moins d2ep, donc moins m3g z0 scalaire d2og est égal à moins d2p3. Par intégration, tu sais que ton énergie potentielle, ta constante, tu peux la choisir nulle. Donc du coup, on se retrouve avec EP3. Par intégration, EP3 est égal à plus, du coup, on enlève les signes moins, M3G, Z0, scalaire, OG. Et donc, on peut faire le calcul donc de notre énergie potentielle 3 en exploitant donc le produit scalaire entre Z0, X1 et Z2, ce qui nous renvoie à une énergie potentielle E3, EP3 qui est égal à M3G Q3 fois le cosinus de l'angle Q2. Ensuite, on va s'intéresser au calcul des coefficients énergétiques. Donc, les coefficients énergétiques vont être calculés à partir donc des puissances virtuelles. Pour calculer les puissances virtuelles, on va devoir poser la notion donc de champ de vitesse virtuelle, déjà de vitesse virtuelle. Une vitesse virtuelle, ça va être une vitesse qu'on va imaginer, qui va être prise à un instant donné et qui va respecter, dans notre cas en tout cas, la cinématique de notre système. Donc, ensuite, on va construire donc un champ de vitesse virtuelle, donc un torseur des vitesses virtuelles, qui va représenter l'ensemble des vitesses virtuelles, donc ces vitesses qu'on va imaginer, qui vont être possibles pour tous les points du système. Ici, on s'intéressera évidemment à un point particulier.
Et donc ce champ de vitesse, comme on l'a dit, on va le choisir compatible avec donc, nos contraintes si on n'en a pas, mais compatible également avec notre paramétrage, nos liaisons. Et donc on va avoir donc, des champs de vitesse virtuels qui vont nous permettre de faire des calculs finalement ici assez simples de nos puissances virtuelles. La puissance virtuelle, elle, ce que ça va représenter, ça va être la capacité d'une action mécanique à développer une puissance si le système était animé donc par une vitesse virtuelle. Donc, ces puissances virtuelles elles vérifient ensuite un principe qu'on appelle le PPV, donc le principe des puissances virtuelles, qui nous dit que la somme des puissances virtuelles des actions mécaniques est nulle. Donc l'objectif, ça va être ensuite de calculer les coefficients énergétiques pour pouvoir déterminer nos équations de Lagrange. Donc pour ça, on va faire appel donc à une projection donc de nos puissances virtuelles sur les vitesses qu'on appelle généralisées, qui seront donc les QI étoiles dans notre cas. Donc voilà un peu pour les notions de base. Donc la première puissance virtuelle, comment elle se calcule? Elle se calcule en faisant donc un torseur donc des actions mécaniques, donc lui qui est celui que tu as l'habitude de rencontrer. Donc les torseurs ici en l'occurrence de 0 sur 1. Et attention, comme c'est un intérêt fort, on va avoir un comoment avec le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, mais torseur virtuel, des vitesses virtuelles. Ce torseur des vitesses virtuelles, il est compatible avec nos liaisons, et donc du coup notre paramétrage plutôt, et donc on se retrouve avec un torseur qui ressemble fortement au torseur cinématique initial en fait. Q1 étoile Z0, vecteur nul pour le vecteur moment, donc le vecteur des vitesses, et on l'écrit au point O. Donc ça va nous permettre, donc à partir d'un calcul assez simple de produit scalaire, de trouver que la puissance virtuelle associée à taux 1, c'est taux 1 Q1 étoile, et donc Q.1 étoile d'ailleurs, et donc en projetant donc, sur Q1 sur Q.1 étoile, on se retrouve avec un coefficient énergétique associé au paramètre Q1 pour donc le couple taux 1, donc pour l'actionneur 1 qui est égal à taux 1. On fait pareil pour la puissance virtuelle associée à l'actionneur numéro 2 en choisissant un champ de vitesse virtuelle donc de V2 par rapport à 1 qui est égal du coup à la forme que vous voyez ici. On calcule ensuite donc notre comoment qui nous donne taux 2 Q.2 étoile. En projetant, on trouve que le coefficient énergétique associé au paramètre Q2 pour l'actionneur 2 est égal à taux 2. On fait pareil pour l'actionneur linéaire, cette fois-ci 3. Et on trouve que le coefficient énergétique associé au paramètre Q3 pour l'actionneur linéaire 3 est égal à F3. On peut ensuite déterminer l'expression donc de l'équation de Lagrange associée au paramètre Q3. Pour ça, on utilise donc la relation qui nous dit que la somme des coefficients énergétiques, donc les QI, ici on a uniquement F3, est égale à la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport au paramètre Q.3, puisque je te rappelle que l'énergie cinétique de l'ensemble sigma par rapport à 0, donc de 1 plus 2 et 3, est une fonction de plusieurs variables indépendantes, Q1, Q2, Q3, Q.1, Q.2, Q.3, moins la dérivée partielle par rapport cette fois-ci au paramètre Q3, plus la dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport au paramètre Q3. Bon, ici, l'énergie potentielle de sigma, elle dépend uniquement de Q3, il me semble, ou même pas en fait, non, elle dépend également de Q2. Donc, ouais, elle dépend de Q2, hein, puisque ici, c'est pas un cosinus Q3, c'est un cosinus Q2. Je crois pas que ce cosinus Q3 apparaissait dans l'équation finale, non, c'est bon. Et donc, on a bien une dérivée partielle également pour l'énergie potentielle. On fait les calculs séparément de ces différents termes. Donc, pour le premier, hein, puisqu'on va pas tout détailler non plus, donc la dérivée partielle de T sigma par rapport à 0 sur des ronds Q.3 va être égale à, si on regarde l'énergie cinétique globale, puisque l'énergie cinétique de 1 par rapport à 0 ne dépend pas de Q.3, ni l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0 qui ne dépend pas de Q.3, on a uniquement l'énergie 3 par rapport à 0 qui dépend de Q.3, donc on peut se limiter à cette expression-là. On voit qu'il n'y a un seul terme qui dépend de Q.3, si je ne me trompe pas, et donc si on dérive
ce truc-là, ça va nous donner, donc tout va dégager, en fait, on va avoir que des zéros, et puis q.3 au carré, ça va nous donner 2q.3, et donc, avec le 2 devant le m3, on va juste avoir m3q.3. Donc on va avoir m3q.3, et si du coup on dérive maintenant par rapport au temps, on va retrouver, donc si on dérive par rapport au temps m3q.3, on se retrouve avec m3q.3, donc en fait un m gamma. q.3 c'est une accélération linéaire fois une masse, donc ça nous donne bien quelque chose en newton, donc on a bien une relation homogène, F égale m gamma. Ok. Ensuite on dérive l'énergie potentielle, enfin l'énergie cinétique par rapport à Q3, donc là on se retrouve avec cette expression là. Je t'invite à faire les calculs pour t'en convaincre, donc c'est rien de compliqué, c'est assez facile. Et puis l'énergie potentielle par rapport au temps, donc là c'est également quelque chose qui est pas très compliqué. On avait M3G Q3 cos Q2, donc c'est pas par rapport au temps. L'énergie potentielle c'est par rapport à Q3. Par rapport à Q3, donc on va se retrouver avec M3G cos Q2. Et ça, c'est assez simple, hein, finalement, l'équation qu'on obtient au final. Donc M3G cos Q2, en fait, c'est homogène à une force, donc on va la mettre, enfin c'est homogène à une force, tout est homogène à une force, hein, évidemment, puisque tout est homogène à des newtons, là, mais c'est en fait comparable à F3, donc on passe la force de l'autre côté, moins M3G cos Q2, donc on a F3 moins M3G cos Q2 qui est égal à des termes d'accélération, différents termes d'accélération ici, et des paramètres donc géométriques. Intéressé maintenant à une partie 3, où cette fois-ci on considère donc une phase d'affûtage, où l'objectif va être de déterminer l'action dans les liaisons entre le bâti et le support tournant S1. Donc cet effort-là, il s'exerce dans la direction X1, on va le noter F, et on va dire qu'il s'applique au point P, donc qui est donc au niveau de l'outil. On considérera que on va intégrer une distance, donc GP ou G3P, qui va être égale à X23 dans la direction X2 plus Z23 dans la direction Z2, et que donc seulement ces derniers axes du système sont actionnés. Donc les deux premiers axes sont bloqués. Ensuite, on nous demande donc qu'est-ce que cela implique, hein, ce blocage des différents axes. Et ça va impliquer qu'on va avoir donc des... En fait, ça impliquerait pas directement ça. Si on était parfaitement rigoureux, on dirait que Q1, ça serait égal à Q10, en fait, à un paramètre angulaire précis, et Q2 serait égal à un paramètre Q20. Sauf que pour pas s'embêter, et donc Q.1 serait égal à 0, ça changerait pas, Q.2 serait égal à 0, ça changerait pas, ok. Mais pour pas s'embêter, on va choisir Q10 égale 0 et Q20 égale 0. Et donc, si on choisit ces paramètres-là égaux à 0, pardon, et on va pouvoir avoir des équations qui vont être bien plus simples que ce qu'on aurait obtenu si on les avait choisies fixes. Donc, ensuite, on reprend le graphe des structures de la question 2, où on enlève donc les différentes actions mécaniques entre 0 et 1 et 1 et 2, puisque 1 n'est plus actionné et 2 ne l'est plus également. Par contre, on rajoute, on garde l'actionnement entre 2 et 3, mais cette fois-ci, il n'est plus vraiment linéaire, puisqu'on a également un terme qui génère la rotation. Donc on a un terme en taux 3 dans la direction Z2 pour le moment. Et enfin, on rajoute également à notre graphe des structures une action mécanique extérieure due à l'effort F qui s'applique au point P. On va maintenant proposer un paramétrage permettant de récupérer l'action dans la liaison pivot entre le solide S1 et le bâti S0 dans la direction X1. Pour ça, on va augmenter le paramétrage en ajoutant un paramètre de mouvement précisant la position du centre de la liaison entre 0 et 1 que l'on va appeler O'. Donc on va poser que O' ça va être égal à Q5X1, donc autrement dit que O' scalaire X1 égale à Q5. Et on va adjoindre également une contrainte supplémentaire qui va nous dire que Q.5 va être égal à 0, ou que également Q.5 est égal à 0. Étant donné que ce mouvement-là de translation du point O vers le point O' n'existe pas, et bien dans nos équations finales, il n'y a pas de raison, qu'il y ait un terme en Q.5 ou en Q.5. Ce serait des termes qui n'auraient pas de sens physique. Donc on va également garder des contraintes qu'on avait précédemment, donc Q3 dans la direction Z2 est égal à G3 scalaire Z3, et on va également garder le fait que la base 3 tourne par rapport à 2 d'un angle Q4, et on supprime les rotations Q1 et Q2. On va se retrouver en fait avec des expressions d'énergie cinétique qui vont être relativement simples.
Donc on va avoir l'énergie cinétique de 1 par rapport à 0 qui va être égale au co-moment toujours du torseur cinématique de 1 par rapport à 0 et du torseur cinétique de 1 par rapport à 0 au point O' pour les deux. Et donc ça va nous donner 1 demi de M1 Q.5 au carré. Donc on se rappelle, hein, Q.5 c'est un truc qui n'existe pas, mais pour l'instant on ne dit rien. On fait comme si ça avait un sens. Et ensuite on va se retrouver avec T2 par rapport à 0. Donc c'est 1 demi du co-moment entre le torseur cinématique de 2 par rapport à 0 au point H et le torseur cinétique de 2 par rapport à 0 au point H. On va calculer la vitesse au point H de 2 par rapport à 0 qui va être simplement égale à Q.5 dans la direction x1 et donc on va se retrouver avec une expression de l'énergie cinétique de 2 par rapport à 0 qui est assez simple, qui va être égale à 1 demi de M2 Q.5 au carré. Pour l'énergie cinétique de 3 par rapport à 0, ça va être une nouvelle fois plus simple que tout à l'heure, mais c'est un peu plus compliqué quand même que pour 1 et pour 2. Donc on va prendre le temps d'écrire que oméga 3 par rapport à 0 c'est Q.4 dans la direction Z2, puisqu'on a sauté les rotations de 1, donc Q.1 et Q.2. Ensuite, on va calculer la vitesse au point G3 dans le mouvement de 3 par rapport à 0 par dérivation, puisque G3 appartient à 3, ça n'a pas changé. Donc, l'expression en tout cas a changé, hein. C'est le fait que G3 appartienne à 3 qui n'a pas changé, attention, mais l'expression change. Donc on va avoir Q.5 dans la direction X1, donc ça va être dû donc, à OO' qui vaut Q.5, enfin Q5X1, donc on dérive Q5 qui donne Q.5, et si on dérive X1, ça nous donne 0, enfin le vecteur nul plutôt, étant donné que 1 ne tourne plus par rapport à 0. Ensuite, on va dériver, on va avoir x12 dans la direction x1, qui va nous donner du coup x12 étant fixe, donc la dérivée d'x1 étant nulle, donc ça va nous donner un vecteur nul, plus q3 dans la direction z2, ça on va juste dériver q3 qui va nous donner q.3, et z2 étant fixe par rapport à 0, ne tourne pas par rapport à 0, on va avoir juste q.3, z2, et enfin q3 dans la direction, Q3, c'est ce que j'ai dit justement, Q3 des Z2, donc ça va nous donner 0, puisque 2 ne tourne pas par rapport à 0. Ok, pour le moment cinétique, on va avoir comme G3 et le centre d'inertie du solide 3 directement une matrice d'inertie multipliée par un taux de rotation oméga 3 par rapport à 0, qui va nous donner donc C3 Q.4 Z2, et en faisant le co-moment, on se retrouve avec l'expression de l'énergie cinétique 3 par rapport à 0 que je vous présente ici. Pour les énergies potentielles, ça va pas changer des masses par rapport à tout à l'heure. Donc si ce n'est que 1 ne tourne plus par rapport à 0, mais en fait Z0 a toujours été orthogonal à X1, donc bon ça n'a pas trop de problème. Mais par contre Z0 scalaire Z2 nous donne directement 1, un vecteur unitaire, non, 1 puisque c'est un produit scalaire, étant donné que Z0 et Z2 sont confondus puisque 2 ne tournent plus par rapport à 0. Et donc on se retrouve avec une énergie potentielle de 3 qui va être égale simplement à M3G Q3. On va calculer les coefficients énergétiques. Pour ça, on va choisir encore une fois des champs de vitesse virtuels compatibles avec donc notre paramétrage. Donc on va avoir cette fois-ci donc P donc pour F3, enfin pour le torseur de F3, hein, donc pour l'actionneur 3. Cette fois-ci, on va pas avoir 0 dans les couples, on va avoir taux 3. Et donc du coup, on va plus avoir uniquement F3 Q.3 étoile, mais taux 3 Q.4 étoile plus F3 Q.3 étoile. Donc c'est juste ça qui change un peu, mais par contre attention, la projection va nous donner des coefficients énergétiques bien distincts, puisque la projection, pour obtenir le coefficient énergétique donc par rapport au paramètre Q3 de F3, on va devoir projeter sur Q.3 étoile, donc ça nous donne uniquement F3, et pour avoir le coefficient énergétique donc de l'actionneur 3 par rapport au paramètre Q4, on va uniquement avoir taux 3, puisque la projection sur Q.4 étoile nous donne uniquement taux 3. Pour la puissance virtuelle de l'effort F au point P, donc là on va avoir besoin de calculer donc une vitesse P3 par rapport à 0, donc une vitesse qui serait une vitesse virtuelle évidemment. Donc on va se retrouver avec la vitesse virtuelle du point P de 3 par rapport à 0 qui va être égale donc par dérivation, puisque P appartient à 3 à l'expression que vous voyez ici. Donc ça c'est assez simple, puis ensuite par co-moment on se retrouve avec donc une puissance virtuelle de F qui va être égale à F Q.5 étoile, étant donné que Z2
et y2 sont par le paramétrage qu'on a choisi, hein, qui dit que 2 ne tourne plus par rapport à 1, et ne tourne plus par rapport à 0 non plus, et le produit scalaire entre x1, z2 et x1 et y2 nous donne 0. Donc on se retrouve uniquement avec du f q.5 étoile, et donc la projection sur q.5 étoile nous donne un coefficient énergétique associé au paramètre q5 pour la force F est égal à F. Enfin, on va pouvoir s'intéresser au coefficient énergétique associé donc à la liaison donc entre 0 et 1, donc la liaison pivot. Et on va pouvoir pour ça donc associer à la liaison pivot entre 0 et 1 un champ des vitesses virtuelles qui va être égal à donc ceci. Donc on va avoir V0 par rapport à 1 évidemment, intérêt fort, donc V1 par rapport à 0, étoile qui va être égale à 0, puisque 1 ne tourne plus par rapport à 0 et qu'on n'a pas besoin virtuellement de faire tourner 1 par rapport à 0 dans notre cas, puisqu'on cherche x23 dans la direction x1, au prime, et donc on va par contre avoir un déplacement virtuel q.5 étoile, une vitesse virtuelle associée au déplacement virtuel q5 qui est égal à q.5 étoile dans la direction x1. Ensuite, donc on fait le comoment du torseur statique au point O', donc qui a une certaine forme, hein. Donc j'ai pas détaillé la forme du moment O' de 0 sur 1 étant donné que le produit scalaire, quand on va faire le comoment avec la résultante cinématique, donc le paramètre angulaire de 1 par rapport à 0 va nous donner un nombre scalaire nul, donc un 0, donc pas besoin de détailler la forme du moment. Par contre, le produit scalaire entre donc la résultante statique et le vecteur vitesse q.5 étoile virtuelle va nous donner directement x23 q.5 étoile, étant donné que y1 et z1 sont orthogonaux à x1. On se retrouve alors avec un coefficient énergétique associé à la liaison pivot entre 0 et 1 par rapport au paramètre q5 qui est égal à x23, projection de la vitesse, de la puissance virtuelle, donc entre 0 et 1 par rapport à q.5 étoile, sur q.5 étoile. Et donc, en utilisant l'équation de Lagrange que l'on avait vue précédemment, mais cette fois-ci pour le paramètre q5, on peut en déduire que M3 plus M2 plus M1, donc la somme des MI pour I appartenant à pour I variant de 1 à 3, fois donc la vitesse, l'accélération q.5 est égale à x23 plus f. Donc x23 finalement, c'est égal à donc la somme des masses donc de notre ensemble de solides fois l'accélération q.5 moins la force F. Or, q.5 n'existe pas. Or, et donc ça va conclure notre exercice, or, q.5 est égal à 0, donc x23 est égal à moins f. Et voilà qui vient conclure cet exercice de mécanique lagrangienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour discuter de SI.